Mais l'inconnu, si on est bien préparé, si on sait ce qu'on fait, si on sait pourquoi on le fait, c'est comme ouvrir une boîte au trésor, quoi. Je m'appelle Marie-Joëlle Zahar, je suis professeure titulaire de sciences politiques au département. Je suis également la directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix au CERION. En termes de diplôme, bien sûr, j'ai fait un cursus en sciences politiques à l'université McGill. J'ai grandi trilingue, français, arabe, anglais. Et en plus de cela, il y a 2 langues dans lesquelles je me débrouille pour parler sur le terrain, mais pas nécessairement pour rédiger, mais ce sont l'espagnol et le bosniaque ou serbo-croate, sachant que bien sûr l'appellation est très politique. Mon histoire avec l'ONU est une très longue histoire qui remonte à mon doctorat. Lors de mes études doctorales, j'ai eu l'opportunité de faire un séjour de recherche aux États-Unis et le centre auquel j'étais associée travaillait de très près avec une ONG, un institut, l'International Peace Academy, depuis transformé en International Peace Institute à New York, qui est considéré comme une sorte de think tank externe qui travaille avec l'ONU sur les questions importantes pour l'ONU. Et donc, ma toute première interaction avec les Nations Unies a été dans le cadre d'un atelier organisé par, en ce temps-là, l'IPA, et qui portait sur le sujet de ma thèse, à savoir les relations entre les populations civiles et les groupes armés non étatiques. Et en ce temps-là, j'étais l'une des rares personnes à travailler sur le sujet. Depuis, c'est devenu un champ foisonnant. Et j'ai donc été approchée par OCHA, l'Agence humanitaire des Nations Unies, pour faire une petite consultance pour les aider à réfléchir comment engager un dialogue avec les groupes armés autour des questions de protection de base des droits des civils dans les conflits armés. Depuis, j'ai continué à être invitée à l'ONU à l'occasion pour toutes sortes de projets qui portaient sur mon expertise, plus particulièrement par le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, qui en ce temps-là avait une unité spécialisée sur tout ce qui était post-conflit, reconstruction des États et des sociétés. Mais il y a de cela maintenant 7 ans, 2 collègues qui travaillaient pour les Nations Unies, qui me connaissaient, qui avaient déjà eu des expériences de travail avec moi, ont suggéré mon nom. Donc, comme mon nom n'était pas étranger aux personnes qui faisaient la sélection des membres de l'équipe d'experts des Nations Unies en médiation, j'ai donc été approchée pour soumettre une candidature. Je dois avouer qu'initialement, je pensais ne pas avoir le profil et que j'ai beaucoup hésité. J'ai envoyé ma candidature littéralement, je crois, 20 minutes avant la date limite. Et j'ai donc été retenue et c'est comme ça que j'ai fini, grâce notamment à un appui du département qui m'a dégagé pendant 2 ans et demi, intégrer cette équipe d'experts en médiation et donc travailler pour l'ONU à aider à résoudre les conflits un peu partout sur la planète. L'équipe de médiation est en fait une innovation au niveau des Nations Unies qui a aujourd'hui déjà une douzaine d'années, mais qui, lorsque moi je l'ai intégrée, était encore relativement nouvelle. Et c'était l'idée de s'adjoindre des experts. Alors ça pouvait être des experts praticiens tout comme des experts académiciens dans différents domaines qui sont identifiés comme des domaines dans lesquels il y a des obstacles dans les processus de paix, dans les négociations de paix. Donc, par exemple, les cessez-le-feu, la gestion des ressources naturelles, l'inclusion de la société civile et des femmes dans les processus, les débats constitutionnels et le portfolio, si vous voulez, dans lequel j'ai été initialement sélectionnée,
les questions de partage de pouvoir. Et donc, c'est à partir de mes travaux sur le partage de pouvoir entre différents acteurs des guerres civiles que j'ai été sollicitée par l'ONU pour me joindre à cette équipe-là. L'équipe d'experts en médiation, le nom est en fait un peu trompeur. D'abord, les Nations Unies ont beaucoup hésité. On s'appelait initialement experts. Aujourd'hui, on nomme les membres de l'équipe des conseillers seniors. Personnellement, quand je les décris comme des canifs suisses. En d'autres termes, des personnes à tout faire. Parce qu'en fait, on est appelé à appuyer des processus, donc donner notre expertise analytique. On est également appuyé à former les fonctionnaires des Nations Unies, mais aussi les représentants du secrétaire général, etc., sur les questions de notre expertise. On est parfois amené à participer à des processus et on est également à l'occasion amené à être prêté à des États pour aider les autorités étatiques à travailler sur des dossiers divers. Donc en fait, il n'y a pas une seule définition de la tâche. Il faut faire de l'analyse, il faut faire de la formation, il faut faire de la mise en pratique, il faut faire du conseil. Pour une universitaire habituée à prendre le temps à réfléchir avant d'agir, certaines de ces missions-là n'étaient pas nécessairement les plus faciles. Mais c'est aussi, je pense à certains égards, celles qui ont été les plus riches. Je signalerai particulièrement ma participation à 4 des 5 rondes de négociation de ce qui a fini par être l'accord de paix sur le Mali qui a été négocié à Alger. Également ma participation à différents aspects du processus de paix en République centrafricaine. Mes 2 expériences à travailler sur les processus de paix au Mali en Centrafrique ont été vraiment, je pense, les expériences les plus riches, mais également peut-être les plus déstabilisantes, parce que j'ai dû me départir à la fois de l'hésitation, des atermoiements des universitaires avant de passer à des recommandations, etc. Et travailler dans l'urgence, dans un mode qui n'était pas le mien, mais sur des questions qui étaient très importantes et dans des contextes dans lesquels je pense que, particulièrement en tant que personne qui a vécu une guerre civile moi-même, puisque j'ai grandi au Liban pendant la guerre civile libanaise et donc qui comprenait les enjeux d'un point de vue très, très humain, je sentais la pression de livrer la marchandise, d'être aussi utile que possible, mais en même temps de maintenir à la fois mon intégrité en termes d'analyse et aussi mon intégrité éthique, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de situation-là, particulièrement lorsqu'il y a des désaccords, par exemple, au sein des équipes. Mais quand même, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'expérience, c'est que peut-être parce que j'ai une tête de mule, mais je me suis forgé une réputation de personne qui disait ce qu'elle pensait. Et ça m'a énormément servi en termes de réputation pour la suite, à la fois pendant le reste de mon engagement avec l'équipe d'experts, mais aussi depuis, puisque je continue à être sur le roster d'experts des Nations Unies, à être appelée de temps à autre à agir dans des contextes peut-être plus limités dans le temps, mais en appui également à d'autres processus. Je pense que l'expérience a été déterminante, pas juste pour moi et pour ma compréhension des sujets, mais également pour la manière dont j'entrevois maintenant l'enseignement. J'avais toujours su que la plupart de mes étudiants ne se destinaient pas à devenir des chercheurs, pas même les étudiants de cycle supérieur. Mais c'est en allant à l'ONU, c'est en travaillant dans ce qu'on appellera entre guillemets le vrai monde, que je me suis rendu compte de la différence entre les compétences que j'avais acquises à l'université et celles qui étaient utiles le monde des Nations Unies ou bien des organisations internationales. C'est-à-dire que même les compétences analytiques ne se déclinent pas de la même manière. Écrire une note de politique ou bien une note conceptuelle ou bien des recommandations d'action, ce n'est pas la même chose que de faire un travail de recherche. Et donc, ayant compris ça, je pense que c'est la première chose que j'ai intégrée dans mes enseignements, des modes d'évaluation qui permettent à mes étudiants d'être un peu mieux préparés, également à entrevoir
des trajectoires non académiques. Je pense que aussi ce qui est certain, c'est que ça m'a permis d'enrichir mes cours parce que maintenant j'ai un Rolodex plein de praticiens chevronniers qui peuvent parler de leur implication dans des conflits et donc donner à mes cours une profondeur qu'ils n'avaient pas parce que la profondeur de l'expérience est quelque chose qu'aucun article, même l'article le plus analytique, le plus incisif, etc., ne peut vraiment rendre. Il y a une dimension humaine dans ce que j'enseigne qui est immensément servie par les amitiés, les liens, les connaissances que je me suis forgées et que je continue à maintenir depuis mon passage à l'ONU. Et puis bien sûr, il y a tout simplement la question thématique. Donc, je suis arrivée à l'ONU par le biais de mes travaux sur le partage de pouvoir, mais je suis sortie de l'ONU tellement imprégnée des difficultés de la médiation, mais aussi des questions de la présence, voire de l'absence des femmes dans certains de ces milieux-là, que ça a influencé mon propre agenda de recherche et qu'aujourd'hui, tant dans mes propres travaux que dans mes équipes de travail, donc avec les étudiants que j'inclus, nous travaillons désormais sur ces thématiques-là. Ce qui fait qu'en fait, ce qui aurait dû être un petit passage de 2 ans dans un autre monde après lequel je reviendrai à l'université me caser dans mon quotidien, a en fait complètement bouleversé mon quotidien, l'a rendu beaucoup plus incertain à certains égards parce que ayant entrevu la complexité des choses que j'étudie, j'ai beaucoup plus de difficultés à raconter ça de manière simple aujourd'hui parce que je vois des choses que l'on ne peut pas rendre dans un article de 7000 mots. Mais en même temps, je pense que ça a rendu mon retour à l'université plus riche et pour moi et je l'espère en fait pour mes propres étudiants. Aussi une responsabilité de la part des professeurs lorsqu'ils envoient leurs étudiants en mobilité, tout comme quand ils envoient les étudiants en terrain. Alors là-dessus, moi j'ai été très marquée en fait par une expérience que j'ai eue et que je veux relater. Lorsque j'ai été aux États-Unis, le mentor qui m'avait été assigné avait une photo sur son bureau et la première fois où je l'ai rencontré, j'ai cru que c'était sa femme, donc en voulant faire une petite conversation, j'ai dit ah c'est votre épouse, et là j'ai vu son visage se fermer. Puis j'ai appris qu'en fait, c'était une étudiante à lui qui l'avait encouragée à aller en mobilité en Afrique du Sud et qui s'était retrouvée par erreur dans un township à un moment où il y avait eu un incident sécuritaire et qui avait été tué à 18 ans. Donc, il y a une responsabilité certaine, particulièrement lorsque, comme moi, on a des étudiants qui veulent aller plutôt dans des endroits considérés dangereux. D'accord ? Et malheureusement, il n'y a pas de cours pour enseigner aux étudiants comment se comporter dans ce genre d'endroit. Nous ne formons pas nos étudiants nécessairement au terrain de la mobilité. Mais la mobilité, c'est aussi une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. Je pense que toute personne qui a de bonnes raisons d'aller quelque part, que ce soit pour une formation académique ou pour un stage ou un terrain, en revient changé et en revient enrichi. Et donc, la première chose que je dirais aux gens, c'est qu'en fait, plus généralement, la peur et l'hésitation sont en fait des obstacles à notre propre croissance personnelle. Et donc, la mobilité, oui, c'est un peu sauter dans l'inconnu, mais l'inconnu, si on est bien préparé, si on sait ce qu'on fait, si on sait pourquoi on le fait, c'est comme ouvrir une boîte au trésor, quoi. Et les trésors, il va de la peine parfois d'être poursuivi, d'être appréhendé, d'être apprivoisé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je conseillerais à tous mes étudiants de considérer très sérieusement la mobilité internationale. Voilà, ça s'appelle Tropical Gangsters, écrit par un fonctionnaire de la Banque mondiale qui avait été en Guinée équatoriale et qui en fait avait été, avec tous les préjugés avec lesquels on part en Afrique, lorsque l'on vient d'une organisation internationale, particulièrement d'une institution financière internationale, alors avec toutes les idées sur la corruption, etc. Et en fait, le livre est une biographie à la fois fascinante de la manière dont
son contact avec les personnes sur le terrain l'a changé profondément, lui a permis de comprendre la complexité des enjeux, la facilité des labels qu'on met souvent sur ce qui se passe dans des pays éloignés que l'on ne comprend pas, la manière avec laquelle on va vite juger sans essayer de comprendre, mais aussi je pense, une introduction extraordinaire à des pays compliqués, à la politique dans des pays dans lesquels l'État n'a pas vraiment la capacité weberienne de fonctionner comme il faut, et donc dans lequel politiciens, fonctionnaires, citoyens utilisent toutes sortes de manières pour survivre et pour arriver à leur fin.